Nous sommes avec Nicolas Bourriaud, le directeur général du MoCo. Je voudrais qu'on débute cet entretien par préciser un peu ce que c'est que cet écosystème et comment tu en as imaginé les grandes lignes. La spécificité de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier, c'est de ne pas être un bâtiment isolé, ce n'est pas une institution qui fonctionne toute seule, mais elle fait partie de ce qu'on appelle effectivement un écosystème. Qu'est-ce que c'est un écosystème artistique? C'est un lieu dynamique dans lequel il y a différentes fonctions qui sont réunies. Les expositions, la recherche, la médiation, et la communication, la production de catalogues, enfin bref, tous les métiers en fait, de l'art sont présents dans cet écosystème. Ce qui fait que ça crée une sorte de communauté également, et ça c'est une spécificité, je pense, importante de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, de l'ESBA, c'est que cette communauté de professionnels, ça va donc de l'équipe curatoriale jusqu'aux professeurs, jusqu'aux artistes aussi invités dans les expositions, crée une sorte de courant permanent en fait. Et c'est ce courant permanent qui constitue la spécificité, je pense, de l'école. Nous sommes là au MoCo Hôtel des Collections. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, de manière presque technique, comment fonctionne l'écosystème MoCo? Cet écosystème se compose de 3 lieux, en fait, et ensuite de beaucoup d'autres choses, mais on va y venir. Ces 3 lieux sont d'une part la Panacée, qui est un centre d'art qui a pour vocation première de montrer des artistes émergents, de montrer l'art contemporain en train de se faire. Ensuite, il y a l'Hôtel des Collections, qui est un lieu qui est exclusivement dédié à des expositions issues de collections privées ou publiques, d'ailleurs. Ça peut être la collection d'un musée comme celle d'un particulier. Et c'est un regard donc d'un curator sur quelqu'un, une instance qui a collectionné, qui a accumulé des œuvres. Donc, et l'école est la 3e composante de ce dispositif. Ensuite, on a beaucoup d'actions à l'extérieur. Le MoCo fait des expositions à la fois dans la région, comme par exemple l'été prochain au Quai L'Art, pour lequel il y aura effectivement certainement des étudiants et des diplômés qui vont venir travailler avec nous, une exposition en pleine nature. C'est aussi le projet qu'on prépare pour la Biennale de la Havane ou pour la Biennale de Gwangju, donc on peut se projeter à l'international aussi bien que travailler au niveau local. L'exposition essentielle, par exemple, s'est faite pendant les fêtes de fin d'année dans les commerces de proximité, dans le centre de Montpellier. Bref, c'est une sorte de brigade d'intervention culturelle qui se déploie et cette énergie-là, bien entendu, les étudiants et les étudiantes y participent et peuvent en saisir les répercussions. On a parlé de nombreuses fois de cette idée d'horizontalité, c'est-à-dire de finalement créer, de faciliter ces relations au sein de l'ensemble des personnels du MoCo. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? En tout cas, qu'est-ce que ça ramène aux étudiants comme possibilité? Je pense que les étudiants sont confrontés à différents types de modes de pensée en permanence. Il y a effectivement les artistes professeurs, les théoriciens professeurs, mais il y a aussi d'autres corps de métier, il y a aussi d'autres approches. Je pense que c'est très important et très enrichissant de ne pas être tributaire d'une seule méthode, mais d'être confronté à une myriade de possibilités en permanence. Je crois que c'est cette diversité dans une unité fondamentale qui est celle de l'institution en général, qui fait la richesse de cette situation. Il y a des relations assez précises entre les équipes curatoriales et les étudiants. Par exemple, lors du premier catalogue qui va sortir sur les expositions des diplômés, toute l'équipe curatoriale s'est mise au travail autour des jeunes gens qui ont été présentés. Il y a d'autres projets de cet ordre qui sont en cours. Déjà, le fait est que les professionnels, en fait, l'équipe curatoriale au premier chef, qui travaillent dans le MoCo en général, sont aussi les premiers interlocuteurs, pas les premiers ce sera les professeurs, mais les seconds interlocuteurs, je dirais,
des étudiants. C'est un regard extérieur, le premier regard extérieur qui vient se poser, le premier lieu d'échange qui est assez intense parfois, qui va se créer sur leur pratique. Et cette permanente émulation, elle est capitale dans la définition de cette énergie de Montpellier contemporain. Nicolas, tu as été directeur des Beaux-Arts de Paris. En quoi cette expérience des écoles supérieures d'art t'a amené à avoir une lecture ou une manière de mener un projet différemment à Montpellier? Déjà, je pense que ce que ça m'a appris, le fait de diriger l'école des Beaux-Arts de Paris, et d'être vraiment depuis maintenant assez longtemps dans ce circuit des écoles d'art, c'est qu'il faut que chaque école travaille sa singularité. Qu'il n'y a pas une école d'art unique qui se distribuerait en différentes villes. Non, il y a des situations. Et ce qui est très important aujourd'hui, et notamment à Montpellier, c'est de contribuer tous ensemble à créer une école qui soit différente. Une école qui ait sa propre personnalité et qui obéisse à ses propres, non seulement règles, mais valeurs aussi. Et ces valeurs, c'est la transmission de l'art, par exemple, par le contact avec les artistes et les œuvres. Les étudiants et les étudiantes de l'ESBA sont confrontés à l'art en permanence. C'est une sorte de bain. C'est aussi une situation d'échange avec l'équipe curatoriale, avec les professeurs, avec les artistes. Échange et je dirais, oui, une sorte de dialogue permanent avec l'art d'aujourd'hui et l'art du passé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez aussi particulier à Montpellier, c'est la grande énergie qui est mise à défendre ou à accompagner les jeunes gens qui sortent de l'école. Alors l'écosystème MOCO a aussi une sorte de seuil qui permet à ces diplômés de rentrer dans le monde de l'art. Et je crois qu'on a vraiment construit un dispositif de soutien pour nos diplômés qui est unique en France. Avec un réseau de résidences, genre qui s'amplifie et s'agrandit chaque année, avec aussi le programme Saison 6, qui est un programme totalement innovant et qui permet pour le moment c'est 6 diplômés, de suivre un programme qui est lié aux grandes biennales, aux grandes expositions internationales. Donc il y a vraiment une sorte de force de propulsion qui se crée à partir de l'obtention du diplôme, qui aussi fait la spécificité de l'ESBA MOCO. J'aime bien dire que, quelque part, le projet du MOCO efface la naïveté des étudiants quant à leur milieu. Certainement, dans la mesure où, d'emblée, ils et elles sont confrontés à, non pas uniquement à une institution pédagogique verticale, mais à l'horizontalité, comme tu le disais tout à l'heure, d'un paysage complet qui comprend à la fois des gens qui travaillent dans la com, des gens qui travaillent dans la technique et l'organisation des expositions, des gens qui travaillent dans la médiation, etc. Il y a une sorte de paysage humain et professionnel qui est beaucoup plus complet que dans n'importe quelle autre école. Et c'est ça qui, je pense, permet aussi de penser en dehors des clous. Et on a beaucoup de projets en fait en cours, notamment dans le domaine de la permaculture, à travers le workshop qui a eu lieu l'année dernière avec Suzanowski, avec beaucoup d'autres projets en cours qui seront réactivés en fait dès que ce sera possible. Voilà. Très bien, merci Nicolas. Merci.